Retour sur le plateau de Smart Job pour son cercle des experts, le cercle du vendredi. Ils sont avec moi pour commenter l'actualité chargée de la semaine. À mes côtés, Valérie Ohanessian. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Société française des analystes financiers. Vous êtes également administratrice de la Fondation Concorde. J'ai également à côté de moi Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à tous les deux d'être avec moi. On attend a priori Stéphane Marchand, qui est le rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho, qui devrait arriver, je l'espère, très vite. Voilà, j'ai décidé de commencer avec ce congé paternité nouvelle version, en vigueur depuis hier. Congé paternité, ou d'ailleurs du second parent. Il s'étend depuis hier à 28 jours, dont 7 obligatoires. Alors derrière cette mesure, il y a plusieurs objectifs, notamment celui de favoriser une meilleure répartition des charges, de la charge entre les parents, charges quotidiennes, professionnelles. Le congé paternité a été instauré en 2002. La France était presque précurseur en avance sur la plupart de ses voisins européens. Depuis, il y a de nombreux pays qui ont largement pris de l'avance et ont des dispositifs beaucoup plus généreux. Est-ce que vous pensez que passer de 14 à 28 jours, est-ce que la réforme est assez ambitieuse ? Sachant qu'il y avait eu cette fameuse commission des 1000 premiers jours, présidée par le pédopsychiatre Brice Cyrulnik, qui avait finalement recommandé de porter à 9 semaines. 9 semaines contre 4. Est-ce que finalement, ça va vraiment changer quelque chose, ce congé ? Écoutez, je pense qu'il y a une question de principe et une question d'opportunité. Alors, sur la question de principe, chacun peut avoir son point de vue. On a quand même entendu des arguments contradictoires ou un peu courts. On nous dit que c'est un congé de paternité. Dans le même temps, on nous explique qu'on peut avoir des enfants sans avoir de papa. Bon, on ne sait plus très bien. Oui, alors on n'est pas forcément obligé d'être le père pour pouvoir en bénéficier. Ceci est un peu ambigu. Après, on dit que c'est pour favoriser l'égalité homme-femme. Bon, on aimerait bien que ce soit toute l'année. Et je ne crois pas, malheureusement, que ce type de mesure soit très déterminante dans cet objectif plus que louable. Voilà, je pense néanmoins qu'il y a un mouvement de société, que la France, après avoir en effet été pionnière en 2002, a pris un petit peu de retard et que de ce point de vue-là, on est en train de s'aligner sur les pays européens les plus avancés, les pays nordiques et l'Espagne, pour ne citer que ceux-ci. Et après, dans ces pays, justement, est-ce que ça a changé vraiment quelque chose ? Après, il y a une question d'opportunité. C'est une mesure qui va coûter des sous. Au moment, 500 millions, un demi-milliard, au moment où le déficit donc pour de vous, sécurité sociale pas forcément le bon moment. Et de 40 milliards d'euros quand même, avec un déficit public qui dépasse les 118% du PIB. Après, ça a été voté dans la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. C'était à l'automne dernier, donc on était déjà dans un contexte de crise. C'est une mesure qui a des aspects positifs, beaucoup d'aspects négatifs aussi. Et c'est un choix de société, parce que quand on a aussi peu de moyens, à un moment donné, on peut porter les dépenses sur tel ou tel point. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont laissés à l'abandon. On pense notamment à ce qui relève de l'accompagnement des parents d'enfants handicapés, des choses comme ça, extrêmement aussi difficiles, douloureuses. Voilà. C'est un choix de société, ça a été voté. Le principe est en soi louable. Je pense que la mise en application pratique n'est pas très simple du point de vue de l'entreprise, et que le moment n'est peut-être pas, en effet, le mieux choisi. Mais y a-t-il un moment idéal pour ce genre de choix ? Je ne sais pas. C'est une grande question. C'est la question que je vous pose, Jean-Michel Garrigue. Est-ce que c'était le bon moment ? Est-ce que c'est compliqué pour les entreprises ? Est-ce qu'elles vont jouer le jeu ? Oui, à 7 jours obligatoires, mais... Alors, d'abord, elles n'ont pas le choix. Voilà. Est-ce que c'est la nouveauté, ce sont ces 7 jours obligatoires ? Elles vont être obligées de jouer le jeu. Vous avez raison de souligner en plus que le congé dit de paternité en fait concerne également évidemment les couples homoparentaux, d'où le mouvement d'ailleurs visant à changer le nom du congé de paternité, je crois, j'ai lu ça, de second parent ou de coparentalité, de manière à s'adapter effectivement à l'évolution des mœurs. Ce congé a une particularité finalement assez rare, c'est que d'habitude, les congés, le congé de maternité, le congé de maladie ou de tout ce qu'on veut, est lié à
un problème ou la survenance d'un fait physique chez la personne qui subit ce congé. La femme qui accouche, le salarié qui est malade ou qui a eu un accident, ou ce qu'on veut. Là, c'est un congé en fait qui concerne quelqu'un qui est l'accueil. Voilà, qui est en fait le partenaire de la mère qui a accouché. Et ce congé, en plus, vous le savez, peut être pris de façon fractionnée. Avec d'ailleurs des modalités compliquées selon... compliqué, oui. Il y a le congé de naissance de 3 jours auquel on rajoute les 4 jours du congé paternité. Après, le reste 21 jours qui peut être fractionné en 2 parties de 5 jours minimum. Et les modalités de fractionnement sont différentes selon, par exemple, pour les naissances multiples, le fractionnement... De jours. Et puis les modalités de fractionnement du congé sont différentes. Alors, donc, ça va être une complexité supplémentaire pour les entreprises, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On va de toute façon de plus en plus dans l'entreprise vers l'octroi de congés qui ne concerneront pas la santé physique ou morale de la personne qui prend le congé. Ça existe déjà pour les décès. Exactement. Donc il y a... mais je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je dis simplement que la tendance va s'accroître. Oui. On parle de salariés aidants aussi de plus en plus. C'est ça que je voulais en venir. Les salariés aidants, toutes les futures lois sur la dépendance, l'accompagnement des salariés dépendants, etc. Donc, il va y avoir une augmentation pour les entreprises des congés qui ne concernent pas la santé physique ou morale du collaborateur. Et ça, c'est un point important parce que il va falloir en tenir compte. On ne connaît pas encore les modalités qui seront adoptées lors des futures lois sur justement l'accompagnement des aidants, notamment pour la dépendance, qui est un sujet majeur des années qui viennent, mais l'entreprise va devoir s'adapter et elle va devoir mettre en œuvre et participer ainsi socialement au développement de ces congés. Moi, je voudrais juste intervenir sur un point, puisqu'on a parlé beaucoup de l'entreprise et des salariés. Je rappelle qu'il y a quand même, pour moi, un sujet qui concerne les professions indépendantes, libérales, qui, elles, sont complètement exclues de ce genre de dispositif, créant ainsi un déséquilibre quand même, à un moment où le contrat de travail, on y reviendra peut-être après, salarié, j'allais dire classique, est quand même en régression, et on nous explique que l'avenir, ce sont des modalités de travail différentes et on ne compte plus aujourd'hui le nombre d'auto-entrepreneurs et de professions, je parlais libérales, mais aussi les commerçants, les artisans, etc. Donc, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu gênant dans cette disparité. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'un peu gênant, alors qu'on a quand même des congés payés parmi les plus généreux, des RTT, encore une fois, pour les salariés qui ont la chance d'en avoir, assez généreux aussi. Et on sait aussi qu'on est le pays où on travaille le moins. Donc, à un moment donné, je me dis, à quel moment va-t-on pouvoir travailler ? Mais voilà, je pose la question avec un peu de provocation, mais je pense que, malgré tout, c'est une vraie question. Stéphane Marchand, vous nous avez rejoint. Bonjour Stéphane, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Vous allez pouvoir rebondir sur ce que vient de dire Valérie Ohanessian. Ça vous pose aussi question par rapport à quand allons-nous travailler ? Est-ce qu'on doit... Parce que, en fait, 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité, en tout cas sur l'ancienne version. Souvent, l'un des arguments qui était mis en avant, c'était la question de la rémunération, puisque la partie hors congé de naissance est indemnisée par la sécurité sociale. Donc certains accusent, quasiment tous, une perte de salaire. C'était ce souci-là. Est-ce que, pour vous, ça va vraiment changer quelque chose, finalement, qu'on passe à 28 jours, puisque finalement, ce sera toujours indemnisé par la sécurité sociale ? Alors, pour rebondir sur... D'abord, merci pour votre accueil. Pour rebondir sur ce que disait Valérie Ohanessian, effectivement, une fois de plus, on est confronté à l'énorme disparité de traitement entre les salariés et ceux qui ne sont pas salariés, qui sont libéraux, auto-entrepreneurs. Enfin, il y a 1000 façons d'être indépendant. Effectivement, à eux, on ne réserve pas grand-chose, même si, reconnaissons que dans les détails, on voit de temps en temps poindre un certain nombre de droits pour ces gens-là aussi.
Mais c'est vrai qu'il faut mieux pas trop comparer parce que sinon, on n'en finit pas. Ensuite, au sein du salariat, est-ce que c'est une bonne idée? Vous faites allusion à la perte de salaire qui, si on n'en a que 7 sur 10 qui prenaient leur congé, jusque-là, d'abord, c'est pas si mal. Et pas forcément en totalité, Oui. d'ailleurs. C'était en particulier, effectivement, pour ne pas perdre en salaire. Oui. Et les indemnités journalières peuvent aller de 7 euros au minimum selon la sécurité sociale jusqu'à 89 euros. Il y a des accords de branche possibles dans certaines professions qui font que, dans certaines branches, j'ai l'impression que les gens c'est du congé payé complet, quoi, quasiment. Donc il y a une nouvelle disparité. Mais enfin, si on entre dans ces détails techniques, on rate l'essentiel. Je pense que le message envoyé par tout ça, c'est un message de la société qui dit que les pères et les mères, les coparents doivent être traités de la même façon. Et derrière tout ça, il y a la vieille... vous savez, il y a une règle qui veut que les femmes payent cher la pénalité de maternité. Les femmes paient cher en salaire le fait d'avoir la maternité à assumer. Plus fin professionnelle, frein dans la carrière, notamment au moment de la reprise. Alors on ne va pas dire que le congé de paternité est une sorte de revanche contre les hommes, mais disons que c'est probablement une partie de l'arsenal pour rééquilibrer. C'est un premier pas, en tout cas, pour possible. Moi, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. J'aurais préféré qu'il y ait une plus grande vigilance, une plus grande sévérité pour ne pas pénaliser les femmes par rapport à leur congé de maternité. Ça, essayer de gommer la différence. Parce que là, on va vers la partie la plus facile. On essaye de mettre, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, des handicaps, au lieu d'enlever ceux qui sont en effet et qui existent pour les femmes qui sont... Vous avez le sentiment qu'on va pénaliser les hommes en leur imposant 7 jours de congé? Je ne sais pas si on va pénaliser les hommes, mais en tout cas, on ne va pas changer le regard sur la maternité et le congé de maternité. Donc, ça ne changera rien pour les femmes et ça va, peut-être... Ça change pour les pères. Ça va changer pour les pères. Bon, avec l'idée, pour moi, qui suis sans doute un peu libérale, qui a là aussi une obligation. Bon, je serais plutôt favorable à ce qu'il y ait un droit ouvert et qu'il relève à la liberté de chacun d'utiliser ou de ne pas utiliser. Là, je pense qu'on se donne bonne confiance. Je ne dirais pas à peu de frais parce que ça va coûter cher, comme nous l'avons dit, mais on se donne bonne conscience avec une mesure qui ne va pas résoudre le problème de l'égalité homme-femme et notamment dans la progression des femmes et éventuellement dans la discrimination à l'embauche. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour peut-être enlever ce frein sur les femmes? Ça, c'est un sujet plus difficile, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une seule façon de faire, c'est d'admettre que c'est un phénomène naturel et d'anticiper dans la gestion des ressources humaines le fait que des jeunes femmes qui entrent dans une entreprise vont à un moment donné ou à un autre passer par ce moment qui est l'un des plus beaux qu'on puisse avoir dans sa vie et que au lieu d'être un problème, c'est un sujet à régler en management, en ressources humaines et ça s'anticipe puisqu'il y a aussi la gestion des de ressources humaines, mais certaines entreprises n'ont pas attendu la société et une réforme pour allouer davantage de jours à leurs salariés. Bien sûr. Par exemple, on va avoir 5 semaines chez Ikea, 14 chez Kering. Il y a aussi ce Parental Act qui a été lancé à l'automne 2019 par des start-upers. Aujourd'hui, on a 400 entreprises qui ont signé ce pacte. Est-ce que finalement, l'entreprise n'est pas précurseur en la matière? Alors, moi, je crois, je suis d'un naturel optimiste, je pense que ce mouvement est assez irréversible. C'est-à-dire que la protection de la santé, santé physique et santé morale, la protection de l'égalité des chances, la réduction des inégalités, des discriminations. On voit bien que le mouvement s'est accéléré depuis déjà de nombreuses années et je crois profondément que ce mouvement est irréversible. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chemin à faire, je rejoins ce que dit Valérie, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans l'égalité des droits, l'égalité des chances, la parité, la diversité, la lutte contre les discriminations, mais c'est vraiment un mouvement qui est irréversible. On le voit bien d'ailleurs, pardonnez-moi une incise, mais on le voit bien avec le développement de quelque chose qui englobe
bien tout ça, qui est la raison d'être, le capital humain au sein de l'entreprise, l'entreprise à mission, c'est-à-dire qui se développe beaucoup. Il y a même des entreprises qui ont commencé à modifier, vous savez, l'objet social pour y inclure ces aspects-là. Je crois vraiment qu'à des vitesses différentes, le mouvement est irréversible et que, je ne dis pas que demain tout sera vert, tout sera joyeux, mais je crois vraiment que plus on va aller et plus on va se trouver dans des situations d'égalité de droits, des situations tout à fait, évidemment, non seulement évidentes, mais nécessaires, d'égalité de droits, d'égalité de chances, d'égalité de salaire. Il y a des entreprises dans lesquelles ça ne s'est jamais posé. J'ai été très longtemps secrétaire général et DRH de groupes de médias. Dans les médias, c'est souvent une question qui ne se pose absolument pas. On embauche quelqu'un à cause de sa qualité technique ou artistique, etc., pas du tout à cause de son genre. Voilà. Et donc, les rémunérations sont fixées, si je puis dire, en fonction du besoin et de la qualité de la personne, de l'émission, du tournage, de tout ce qu'on veut, sans aucun lien avec le genre. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont naturellement un peu en avance là-dessus, d'autres qui sont sensiblement en retard, mais je crois que le meilleur reste à venir. Je voulais aussi aborder un tout autre sujet. La réforme de l'assurance chômage, entrée en vigueur hier. Alors c'est vrai que le Conseil d'État a suspendu l'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence. Mais il y a d'autres mesures, des mesures assez importantes, qui sont bel et bien appliquées depuis hier. Il y a notamment ce bonus-malus pour limiter le recours abusif aux contrats courts et résorber, on dit, la permittence, c'est-à-dire l'enchaînement permanent de petits boulots. Alors c'était l'une des promesses du candidat Emmanuel Macron. Est-ce vraiment le bon moment pour mettre en place ce bonus-malus, sachant que techniquement c'est assez compliqué, on va avoir une phase d'observation d'1 an et un moment de modulation sur les cotisations seulement à partir de septembre 2022. Alors vous posez la bonne question, Valérie. Il faisait allusion tout à l'heure d'une certaine manière en disant que le salariat en CDI, l'espèce de socle de la société du travail en France, s'effrite un petit peu. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans la mesure où les besoins de l'économie ne sont pas forcément des besoins de CDI. En fait, le CDI d'abord. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de besoin de flexibilité en ce moment ? Il y a besoin de flexibilité. Alors, le problème, c'est comment est-ce que vous passez de la flexibilité dont les entreprises ont besoin à cause de leur carnet de commandes qui fluctue et la flexibilité que vous imposez aux gens qui travaillent en disant voilà, on a une flexibilité, donc on va vous donner des contrats courts. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut que l'État, c'est tout à fait normal, c'est son rôle, intervienne pour dire attention, il ne faut pas aller trop loin. Et il y a des pays qui, je prends par exemple le Danemark, sur lequel je me suis penché récemment, dans lequel les gens, ça ne les gêne pas du tout d'avoir un contrat court, parce que dans leur tête, il y a 2 moments dans la vie. La vie est une succession de moments où vous travaillez dans la dignité et des moments où vous vous formez dans la dignité et dans l'efficacité. En France, on est malheureusement dans un système où soit vous travaillez dans la dignité du CDI, soit vous êtes dans l'indignité. On parle même du Graal quand on parle du CDI, voilà. Parce qu'il donne aussi l'accès au logement. C'est de la psychologie collective très très profonde dont il faut à mon avis sortir, mais vous ne pouvez en sortir que si vous installez un système dans lequel quand les gens ne travaillent pas, ils ont le sentiment de progresser quand même. Et ça, c'est pas simple, et le système de formation français est très largement déficient, tout en étant extrêmement coûteux. Et la question est là, voilà. Sinon, si on avait un système de formation intelligent pour les chômeurs ou pour les gens qui n'ont pas de travail, le problème des contrats courts ne se poserait pas. Au contraire, à la limite, un contrat court, moi dans mon journal, j'embauche des gens en contrat court, ils sont très contents parce que ça participe à leur formation à un moment donné et ils ne se plaindraient jamais. Mais si vous imposez le contrat court, à ce moment-là... Et le contrat court, c'est aussi une opportunité dans certains secteurs où ça n'a absolument rien à voir avec la formation, mais de multiplier les expériences aussi. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Et puis vous avez des secteurs entiers qui ne fonctionnent qu'en contrat court. Voilà. Ouais. Justement, ce bonus-malus ne va pas être appliqué. Alors déjà, il faut que les sociétés aient au moins 11 salariés. Il y a des secteurs qui sont mis de côté parce que touchés par la crise. Finalement, pourquoi parler de ce bonus-malus si finalement ça va concerner à peine 10% des sociétés ? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense que c'est une très mauvaise mesure. Un rappel quand même, toute société qui abuse doit être sanctionnée. Le principe, il est clair, il y a un droit, donc des sociétés qui contournent le droit et qui abusent
doivent être sanctionnés. Il n'y a pas de doute là-dessus, et on sait quand même qu'il y a... Mais là, embaucher en contrat court, on y a le droit, on a le droit encore. Voilà. Donc, non, mais je préfère quand même dire que ma critique de la mesure ne justifie pas la jungle, au sens où l'entreprise aurait le droit de faire tout et n'importe quoi avec ses employés. Ce n'est pas du tout le sentiment que je voudrais partager. En revanche, je pense que cette mesure, elle est mauvaise parce qu'elle amplifie, elle accentue ce qui est le mal français du marché de l'emploi, c'est-à-dire la rigidité. Donc, où on veut développer l'emploi, où on ne veut pas développer l'emploi. Parce qu'en fait, la nature du contrat a peu d'importance dès lors qu'on trouve du travail facilement et qu'on trouve à être employé et à gagner sa vie correctement. Qu'est-ce qui ça se passe augmente aussi le coût du travail. Alors, non seulement ça augmente le coût du travail, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les agences d'intérim se frottent les mains. Je lisais quelques papiers avant de venir. Si le CDD devient encore plus compliqué à employer, parce que, bon, quand on a déjà soi-même dirigé une entreprise ou recruté, on sait que le CDD est déjà extrêmement encadré et qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Donc s'il y a des abus, c'est qu'en effet, la règle déjà qui existe ne doit pas être très très bien respectée. Donc sanctionnable, assurément. Mais aujourd'hui, on déplace la flexibilité vers des formes genre intérim. Alors les agences sont ravies, elles l'ont dit, etc. Et puis, on va engorger ce marché du travail en empêchant les entreprises, en tout cas en contrariant l'emploi par des contrats courts, alors que c'est parfois totalement nécessaire. Donc je trouve que c'est une mauvaise mesure dont je ne vois pas très très bien le bénéfice, ni pour l'entreprise, ni pour la personne qui est au travail ou qui cherche du travail. Nous sommes très en retard. Jean-Michel Garrigue, je vous accorde 10 secondes. Eh bien, vous concluez. Juste pour vous dire que je pense que le gouvernement, en fait, est un peu entre deux chaises. Quand on voit le nombre de secteurs d'activité qui étaient concernés par cette mesure il y a encore quelques mois, on voit dans le décret de fin juin qu'il y a à peine une dizaine de secteurs dont les 2/3 sont exclus temporairement à cause des conséquences sanitaires. Et je rejoins tout à fait Valérie en disant que, moi, dans le secteur du spectacle, par exemple, ou de la presse, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, la jurisprudence se chargeait de sanctionner allègrement les employeurs qui avaient exagéré en accumulant des contrats déterminés pendant des saisons radio ou télé successives ou dans la presse. Et donc, je ne vois pas très bien ce que ça vient apporter en plus. Merci à tous les trois. Merci de m'avoir accompagné sur ce débat d'actualité. Valérie Ohanessian, directrice générale de la Société française des analystes financiers et également administratrice de la Fondation Concorde. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Et enfin, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci à tous les trois. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, c'est le livre de Smart Job.